Euh, Avant de commencer, moi j'aurais une question pour vous qui a assisté à cette présentation. Ma question, elle est simple. Je vais vous demander si vous pouvez répondre oui à cette question, de l'indiquer dans le chat. La première question que j'ai pour vous, c'est qui parmi vous a déjà dédié du temps, de l'argent, de l'énergie pour devenir meilleur sur une partie de son job? Voici ma seconde question, les amis. Qui parmi vous a déjà à nouveau dédié du temps, de l'argent, de l'énergie pour devenir meilleur dans une de ses passions? Du sport, de l'art, un instrument, en se formant, en achetant du meilleur matériel, etc. Qui a déjà fait cela? Et maintenant, ma dernière question, vous me voyez venir, c'est ok, pour le dessin, trop bien, Tony. Ma dernière question, c'est qui parmi vous s'estime bon, voire excellent dans sa capacité à réaliser ses rêves? Moi, ce que je voudrais vous partager, c'est en fait ce delta-là, moi, il me fait profondément halluciner. Ce qui me fait halluciner, c'est de voir à quel point la plupart d'entre nous sommes OK pour dédier une grande partie de notre temps, de notre énergie, de nos talents pour devenir meilleurs dans certains domaines de notre vie, nos passions, notre travail. On est bon pour devenir des meilleurs coachs agiles, des meilleurs Scrum Masters, des meilleurs experts comptables. Et à quel point peu d'entre nous ont la capacité de dédier la même qualité d'engagement au service de quelque chose qui est, selon moi, incroyablement précieux, que sont nos rêves. Et donc, ce delta-là, moi, il m'a incité à faire plus qu'y réfléchir. Ça a été un truc qui a été au cœur de la création d'un bouquin que Paul a eu la gentillesse de partager. Et en fait, ça a amené à une question qui est un peu plus large. Et cette question, c'est la suivante, c'est à quoi ressemblerait le monde et nos vies si chacun de nous devenait meilleur à réaliser ses rêves? Et pour vous en parler, moi, j'aurais à cœur de vous partager l'histoire d'un petit garçon. Ce petit garçon, il est passionné par la création, le dessin, l'animation. Ce petit garçon, tout fait sens dans sa vie dès lors qu'il crée, dès lors qu'il dessine, dès lors qu'il voit les choses s'animer. C'est fluide, c'est léger, c'est agréable et il aime ça. Et il fait le rêve d'organiser sa vie, de structurer sa vie autour de cette passion-là. Et il y a un déclic qui va se passer chez lui le jour où son rêve se concrétise et il est embauché dans un studio d'animation. Et là, bah, c'est la joie absolue. Le seul problème, c'est que quelques semaines après, il se fait licencier de ce studio d'animation pour une raison qui n'est pas hyper cool quand on bosse dans ce domaine-là. Il est licencié pour manque de créativité. Et on ne va pas se cacher, quand on bosse dans ces domaines-là, ce n'est pas une super bonne nouvelle. Et face à ce constat-là, il va décider que c'est impossible pour lui que quelqu'un d'autre puisse décider si oui ou non il est assez bon pour réaliser son rêve. Et face à ce constat-là, il va décider qu'il va dédier tout son temps, toute son énergie, toute sa rage à devenir meilleur dans le fait d'avancer vers ce rêve. Et ce que je trouve intéressant avec cette histoire, c'est parce que ce garçon, il y a plusieurs décennies, a fait ce choix-là, c'est quelque chose qui a un impact dans la vie de toutes les personnes qui nous écoutent là maintenant. Parce que ce jeune garçon a fait ce choix-là il y a quelques années, ça veut dire que pour vous, en tant que parent, ça sauve toutes les après-midi pluvieuses que l'on peut avoir avec nos enfants. Il a créé des personnages qui sont connus de l'entièreté de l'humanité presque. Bref, cette personne, vous l'avez deviné, c'est Walt Disney. Et moi, ce qui me touche avec l'histoire de Disney, c'est que du jour au lendemain, il n'est pas devenu meilleur dans le fait de mieux dessiner ou de mieux animer ou d'avoir des meilleures idées. Ce qui est intéressant pour moi avec Walt Disney, c'est à quel point, au bout d'un moment, il est devenu meilleur dans sa capacité à avancer vers son rêve. Et moi, c'est ça qui me touche, parce que ça a changé quelque chose de très fort dans ma manière d'envisager les rêves. J'ai commencé à les envisager non plus comme un truc que certains d'entre nous ont, comme Jordan, comme Walt Disney, comme Einstein, qui semblent touchés par la grâce. J'ai arrêté de croire que certains avaient ce talent et d'autres ne l'ont pas. Et j'ai commencé à envisager le rêve comme une compétence qui se travaille, une compétence qui se développe, une compétence à laquelle je peux dédier du temps, de l'argent, de l'énergie. Et selon moi, ça ouvre un champ des possibles beaucoup plus large, dès lors que l'on considère que l'on peut travailler pour devenir meilleur dans ses rêves et que cette compétence, elle s'apprend. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler pendant la demi-heure qui vient. Et pour ce faire, j'ai envie de vous partager une histoire. Et cette histoire, elle commence le 10 septembre 2017. Il est 10 heures du matin et face à moi se dresse une ligne de départ. Et cette ligne de départ, c'est le Thor des géants.
Le Tour des Géants, c'est une petite balade automnale de 330 km et de 28 000 mètres de dénivelé positif. Le tout à faire en moins de 150 heures et seul. Et mon histoire, elle pourrait commencer ici, sur cette ligne de départ et de vous raconter la course, etc., etc. Le seul problème, c'est que si je le faisais, je tomberais dans le biais que la plupart d'entre nous avons dès lors qu'il s'agit de regarder nos rêves, celui de regarder beaucoup plus le résultat que le chemin qu'il faut pour y parvenir. Donc mon histoire, en fait, elle commence pas le 10 septembre 2017. Elle commence des années auparavant. Et elle commence en fait à un moment où moi, il y a toujours eu du sport dans ma vie. Et à une rentrée de septembre sur Paris à l'époque, j'ai pas de projet sportif. Et donc, se pose la question de à quoi ça ressemble le prochain projet que j'aurais envie d'accomplir. Et, hasard absolu, il se trouve que à ce moment-ci, j'ai un ami qui revient dans ma vie et qui me dit écoute, Tom, moi j'ai découvert un truc qui a l'air complètement dingue, qui s'appelle l'Ultra Trail. Et moi, à cette époque-ci, je ne connais absolument rien. Et donc, je demande à cet ami et à son épouse de venir dîner à la maison. Et pendant 2 heures, il va me raconter cette discipline. La solitude en montagne, l'intensité de l'effort, les durées qui sont ahurissantes, etc. Et je ne connais rien à cette discipline, mais simplement en l'écoutant, je sens l'émotion qui l'habite et je sens que le virus me parle complètement. Et donc, il quitte la pièce. Et puis, je me rappelle encore de ce moment-là. Ma femme referme la porte derrière eux et elle me dit « Je sais, ça t'a plu ». Et comme souvent, ma femme avait raison. Le seul truc, c'est qu'elle n'imaginait pas à quel point ça m'avait plu. Et donc, dans les semaines qui viennent, je vais dévorer tout ce que l'on peut apprendre en matière d'ultra trail. Jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, mon ami me renvoie une vidéo qui va complètement changer les prochaines années de comment je vais structurer mon rêve. Et je vous partage juste la première minute de cette vidéo pour que vous puissiez en avoir la teneur. Non, une fois, ça suffit. Hop. Et donc, cette vidéo, en fait, c'est un documentaire sur cette fameuse course, le Tour des Géants. Et donc, j'appelle mon pote et je lui dis, ouais, ça a l'air canon. Et évidemment, les paysages ont l'air incroyables, l'aventure a l'air folle. Il y a beaucoup de choses que je recherche, l'intensité de l'effort, la solitude en montagne, la connexion avec la nature, le faible poids de la compétition, parce que tous les coureurs sont là pour finir bien plus que pour gagner. Donc, je lui dis, ouais, sur le papier, ça a l'air canon. Mais je regarde ensuite le descriptif de la course. Je lui dis, ouais, ça a l'air canon, mais il y a un problème. Mec, 300 bornes. Moi, à l'époque, la course la plus longue que j'ai jamais courue, c'est le marathon de Paris. Et on va pas se mentir, en matière de dénivelé, le marathon de Paris, c'est pas le truc le plus montagneux qui soit. Je me rappelle à l'époque, 300 bornes, déjà en voiture, si je devais les faire, je m'assurais que mon iPhone était bien chargé, que j'avais des films dessus. Alors là, passer 7 jours à courir, ça me paraît ahurissant. Et pour autant, on continue d'en discuter. Et puis, on rentre dans cet accord qui est très sain, qui est, mec, si tu t'inscris, je m'inscris. Je ne suis pas sûr que ce soit très vertueux comme fonctionnement, mais il se trouve qu'on s'inscrit. Un coup d'Amex et le dossard est pris. Et une fois l'excitation retombée de « Ah, c'est cool, je vais faire le Tour des Géants », se pose la question accessoire de « Ouais, mais mine de rien, ça se prépare comment une telle course ?» Moi, à l'époque, pour préparer un marathon de 40 bornes, je courais 2 à 3 fois par semaine. Donc là, je me dis, c'est à peu près 10 fois plus. Bon, je ne vais pas courir 10 fois plus, mais je vais courir significativement plus. Mais assez vite, ce fonctionnement-là, il a eu des limites.
Et donc, j'ai cherché à me structurer dans mon entraînement. Au point qu'au bout d'un moment, je me suis dit aussi que ça serait cool que la première fois où je vais vérifier que je ne suis pas trop mauvais en ultra trail, ça ne soit pas le jour du départ. Et donc, je choisis de m'inscrire à une course de préparation, qui est une course en Ardèche, qui est un 50 km et 3000 mètres de dénivelé positif. Et le jour du départ, les conditions sont impeccables. La météo est magnifique, je me sens hyper bien. Et au moment du départ, j'ai un peu de pression parce que je vois tout autour de moi des gens qui ont des t-shirts de finishers de course, toutes plus incroyables les unes que les autres. Mais une fois le départ lancé, je me sens très bien. Mes jambes réagissent fort, je double beaucoup, je vais très vite en descente, mon rythme de montée est très bon, etc. Et je commence à avoir des pensées de l'ordre de bah, tu vois, Tom, tu t'en faisais un plat, mais finalement, t'es prêt. L'histoire du mec qui, dès sa première course, survole l'épreuve et remporte la victoire aurait pu être hyper cool à raconter en conférence. Et évidemment, vous vous en doutez, c'est pas vraiment ce qui va se passer. Je vais littéralement exploser au point de connaître tous les torts que peuvent avoir les mecs trop prétentieux en montagne. Je vais avoir des insolations, je vais avoir des vomissements, je vais avoir des crampes, je vais avoir des hallucinations. Au bout d'un moment, je vais tellement être en retard que mes parents, qui sont venus m'accompagner pour faire le trajet retour en voiture, vont tellement avoir peur qu'ils vont faire le chemin en sens inverse depuis l'arrivée pour s'assurer que je ne suis pas mort dans un ravin. Au bout d'un moment, je finis quand même par repartir et je passe la ligne 3 heures après l'avant-dernier. Très jolie performance. J'arrive au moment où le speaker est en train de remettre la coupe au vainqueur de la course. Et au moment où il remet la coupe, il me voit arriver de l'autre côté du terrain et il se dit, à mon avis, ce mec-là, il n'a pas suffisamment compris. Et il se dit, je pense que ce serait une bonne idée de le faire monter sur scène. Mais bien sûr, quelle belle idée, évidemment. Et donc, il envoie le gagnant me prendre par la main pour m'amener sur la scène. Je ne vous cache pas que pour l'ego, c'était un moment merveilleux, évidemment. Et donc, il me fait monter sur scène et il me dit, alors Thomas, c'était comment? C'était comment, à ton avis, mec? C'est-à-dire que j'ai plus de pieds, plus de genoux, j'ai la gueule de quelqu'un qui n'a pas dormi depuis 8 jours. À ton avis, c'était comment? Bon, il est hyper chou, il me met une tape amicale sur l'épaule et puis il me donne rendez-vous l'année prochaine. Mais ce qui s'est passé pour moi sur ces chemins ardéchois, dans le trajet de retour, j'y pense beaucoup. Et je prends conscience à quel point la manière dont je structurais mes rêves doit absolument changer. En fait, je réalise que j'en étais arrivé à un stade où je rêvais mes rêves. C'est-à-dire que j'étais très bon pour dire à qui voulait bien l'entendre à quel point j'étais courageux, à quel point j'étais un mec stylé d'envisager une telle course, à quel point c'était un défi ahurissant, etc. Le seul problème, c'est que parler de nos rêves, ça ne suffit pas pour les atteindre. Et donc, j'ai réalisé que je devais devenir meilleur dans ma capacité à structurer mes rêves. Et la première des compétences que je devais structurer, c'est celle de comprendre le cycle dans lequel j'étais en matière de rêve. Après avoir accompagné des dizaines et des centaines de personnes sur cette thématique, j'ai réalisé que la plupart d'entre nous avons 2 cycles principaux dans lesquels nous fonctionnons dans tous nos rêves. Je les ai appelés la phase du kiff et la phase du taf. Le premier, c'est la phase de kiff. J'imagine que vous la connaissez tous. C'est cette sensation où, dès lors que l'on a un nouveau projet, un nouvel objectif, un nouveau rêve, c'est hyper énergisant. C'est doux, c'est précieux, ça nous motive, on se sent fort, fier, etc. Et cette phase-là, elle est indispensable. Pour une raison simple, c'est qu'elle va nous gonfler en énergie, en motivation pour faire face aux difficultés qui nécessairement vont arriver. Donc, cette phase de kiff, elle est précieuse, ok? Puis on veut la chérir. Le seul problème, c'est que la plupart d'entre nous passons trop de temps dans cette phase-là. Et pour moi, c'est nécessaire qu'au bout d'un moment, on ait la capacité de conscientiser qu'il faut qu'on change de cycle et qu'on passe dans une phase que j'ai appelée la phase de taf, où là, on rentre dans une phase du rêve beaucoup plus besogneuse. L'intention, c'est de se poser une question qui est centrale, c'est la question du comment. En fait, le truc, c'est que c'est illusoire de considérer que nos rêves vont être simplement fluides, légers, évidents, harmonieux. Je crois beaucoup au fait qu'il faut œuvrer pour que nos rêves puissent avoir une chance de voir le jour. Donc, actons que, tant qu'on est dans la phase du kiff, c'est juste une douce pensée que vous vous racontez et qui est précieuse dans votre esprit. Et la phase du taf, elle nous invite à se poser la question de quels sont les ajustements
qui vont être nécessaires de réaliser dans notre vie pour que ce rêve-là, il puisse avoir une chance de se réaliser. Bref, ce que je voudrais vous partager maintenant, c'est à quoi ça ressemble d'envisager le rêve comme une compétence. Et moi, si je suis hyper honnête, au sortir de cette course à des choix, je me rendais compte que j'étais pas vraiment structuré dans ma manière d'avancer vers cet objectif-là. Et donc, je me suis dit, en bon agiliste, ok, faisons le point. Ça va être complexe, ça va être long, il va falloir que je m'ajuste très régulièrement. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Donc, je commence à voir à quel point une démarche agile, ça pourrait être pertinent dans le cadre de la préparation de cet ultra trail. Et se pose donc la question de, ok, j'ai essayé de créer un modèle qui me permet de structurer ça. Et ce modèle, je l'ai baptisé la constellation. Son principe est simple, nous aider à combattre le principal fléau que la plupart d'entre nous avons dès lors qu'il s'agit d'avancer vers nos rêves. C'est celui de le regarder avec un prisme trop étroit, celui du prisme unique du résultat que l'on veut accomplir. Or, nos rêves sont de telles sorties de zone de confort qu'ils ont des impacts bien au-delà du simple résultat que l'on veut accomplir. Prenons l'exemple de la grande ourse. Si je regarde la grande ourse avec un télescope trop puissant, je ne vois qu'une étoile. Et dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose qui apparaît. En revanche, si je suis capable de prendre du recul, alors la casserole apparaît et tout fait sens. Et moi, l'invitation que j'ai avec la constellation, c'est de parvenir à faire la même chose concernant nos rêves. Être capable de les regarder avec un prisme plus large pour identifier tous les impacts que nos rêves vont avoir dans notre vie. Chacun de ces impacts est alors une des étoiles de notre constellation de nos rêves. Avec la croyance que plus on identifie d'étoiles, plus on identifie d'impacts, plus on a à notre disposition des leviers pour maximiser nos chances de se rapprocher vers nos rêves. Et avec le recul, en fait, j'ai réalisé que la plupart d'entre nous pouvons avoir, la plupart de nos rêves, ont des impacts autour de deux axes. Et je vais vous demander de nous partager si c'est le cas pour vous. Le premier de ces axes, c'est l'axe de l'être. Ok. L'être, c'est tout tous les impacts que notre rêve va avoir sur nous personnellement. Nos peurs, nos doutes, nos croyances, nos jugements. Okay. Certains d'entre nous excellent sur cette partie-là. Ce sont des personnes qui sont très à l'aise dans l'introspection, la compréhension, le questionnement. Et donc, ça fait des gens très alignés. Le problème, c'est que si l'on est uniquement dans cet axe-là, rien n'avance. D'autres, en revanche, sont très forts sur le deuxième axe, qui est le volet du faire. Le faire, c'est les processus, l'organisation, la structure. Et ça fait des gens qui ont une capacité à avancer très forte. Mais là aussi, le problème, c'est que si on est uniquement dans cet axe-là, c'est difficile de s'assurer que toutes les actions qu'on pose, elles sont cohérentes et alignées avec ce que l'on souhaite accomplir. Et donc, l'idée, en fait, de la constellation, c'est d'accepter que tous nos rêves vont avoir des impacts sur ces deux axes-là, l'axe de l'être et l'axe du faire. Et d'avoir la capacité d'accepter que, comme nous tous, vous avez une préférence pour l'un ou l'autre de ces axes. L'idée étant d'être capable de faire l'effort, de comprendre les impacts qu'il va y avoir sur l'autre axe pour maximiser nos chances de nous rapprocher de nos rêves. J'aimerais vous partager un exemple ou deux de ma constellation du tord des géants. Le premier de ces impacts, moi, c'est la flemme. Moi, je suis quelqu'un d'incroyablement flemmard. C'est-à-dire que quand j'ai le choix entre mettre mes chaussures pour aller courir ou me poser dans le canapé, je vais toujours choisir me poser dans le canapé. Or, cette décision, c'est une décision que je vais avoir à prendre des centaines, voire des milliers de fois dans les 5 ans de préparation de cet ultra trail. Et donc, améliorer ma capacité à combattre ma flemme, c'est un élément qui va avoir un impact dingue sur mon rêve, bien plus presque que celui de courir vite en montée. Et donc, travailler sur ma flemme, ça fait partie intégrante de mon rêve. Un autre exemple, c'est l'impact que mon rêve va avoir dans la relation avec mon épouse. À l'époque où je prépare le tord des géants, je cours 250 km par semaine. Ce qui fait que je suis souvent absent dans des périodes du week-end. Je vais courir de nuit, je ne suis pas là à son réveil, je rate des repas entre amis, etc. Et donc, pacifier la manière dont mon rêve il va impacter la relation avec mon épouse, c'est quelque chose qui, là aussi, va être structurant dans la réussite et dans l'atteinte de mon objectif. Parce que si à chaque fois que je mets une paire de pompes, je me dispute avec mon épouse, évidemment, mon rêve va en pâtir.
Et le troisième, évidemment, entre agilistes, c'est que je me suis aussi posé la question de c'est quoi la meilleure manière d'avancer vers ce rêve? Et est-ce que le cadre agile, est-ce que Scrum, en l'occurrence, ça pourrait pas être une bonne réponse dans ma manière d'avancer vers ce rêve? Puis ça m'a tellement passionné que j'ai commencé à vraiment réfléchir à ça. J'ai créé un backlog de préparation. J'ai cherché un PO qui était un coach incroyable ou à qui que j'ai formé à l'agilité pour lui expliquer ce que serait son rôle de PO, la priorisation par la valeur, etc. On a découpé notre préparation de 3 ans en sprint de 2 semaines. On faisait des revues à la fin de chaque sprint où on avait un parcours témoin dans une montagne à côté de chez moi que je faisais chaque 2 semaines pour voir si l'incrément, en l'occurrence moi, s'améliorait. Et donc, l'agilité, c'est un cadre qui m'a porté pendant les 3 ans qu'a duré ma préparation. Et donc, vous voyez que là, avec cette constellation, en fait, ce que je cherchais à vous partager, c'est que, eh bien, on peut assimiler le rêve à courir en ultra-trail, ça implique juste de savoir courir. Et l'idée, là, c'est que nos rêves, ils ont des impacts au-delà de ce que l'on imagine au tout début. Et donc, ma méthode d'organisation, la relation avec mon épouse, la flemme, mon rapport au temps, tout ça, ce sont des éléments sur lesquels je vais avoir besoin d'avancer si je veux maximiser mes chances d'accomplir mon rêve. Et c'est ça que je vais faire, en fait, pendant les 3 années qu'a duré ma préparation. Et cette constellation, ce qu'elle m'a aidé à accomplir, c'est sortir d'une question que je trouve absolument limitante en matière de rêve, c'est est-ce que je vais y arriver? Pour moi, c'est une question, c'est quand je coach des gens sur leurs rêves, ils me posent toujours ça, ils me mènent toujours cet élément. Ouais, mais est-ce que tu penses que je vais y arriver, etc. Et moi, je nous invite à accepter que cette question, elle est nulle, pourrie. Vraiment, elle n'accomplit rien. Pour une raison simple, c'est qu'elle est complètement déresponsabilisante. Ce que je trouve intéressant avec la constellation, c'est que, eh bien, mes chances d'atteindre mon rêve, elles sont proportionnelles à ma capacité à rester focus sur les actions de ma constellation. La question, c'est plus est-ce que je vais y arriver, c'est est-ce que j'ai la rigueur de m'attacher aux éléments qui maximisent mes chances d'accomplir mon rêve. Et tout a changé pour moi dès lors que je suis rentré dans cette dynamique. Mon sommeil a changé, ma nutrition a changé, mon rapport à l'effort a changé, ma structuration a changé, etc. Et donc, ça a été ça. Ma préparation, en fait, pendant ces 3 années, ça a été des cycles agiles et une capacité à suivre ma constellation pendant toute ma durée de la préparation. Voilà pour le bloc un peu théorique sur la manière dont j'ai structuré. Et maintenant que je vous ai partagé ça, ça nous amène à nouveau au 10 septembre 2017. Il est à nouveau 10 heures du matin et on est dans les rues de Courmayeur qui sont bondées et c'est le jour du départ. Autour de moi, il n'y a que des gens à nouveau qui ont accompli des courses incroyables. Je me sens un petit peu comme un petit au milieu de tous ces champions. Et je me rappelle que dans les rues de Courmayeur, c'est l'effervescence, tout le monde crie, il y a de la musique, les locaux sont hyper fiers de leur course. Et moi, je me rappelle que l'unique focus que j'ai, c'est je regarde mes pieds. Je regarde mes pieds parce que je me dis, putain, imagine, tu as passé 3 ans à te préparer, à y dédier une trentaine d'heures par semaine, etc. Et imagine, tu te tords la cheville au kilomètre 2 sur un trottoir de Courmayeur. J'ai la pensée que autant abandonner au 250e kilomètre, fatigué, plein de crampes, etc., il y a un peu un côté héroïque. Autant si j'abandonne après 12 minutes de course sans une gourde de sueur, je ne suis pas sûr de bien le vivre. Donc, je me rappelle que les premiers kilomètres de course, tant que je ne suis pas dans la nature, c'est ne te flingue pas une cheville, Thomas. Et donc, on part finalement et la course avance. Et dans les premiers kilomètres, tout se passe bien pour moi. J'ai des bonnes sensations jusqu'au 80e kilomètre. Et là, on va rentrer dans le temps où peut-être certains parmi vous qui courent connaissent ce fléau-là. Ce fléau, c'est celui des maux de ventre. Et donc, même si j'ai pris beaucoup de temps à m'entraîner, je commence à avoir des premières douleurs. Donc, malgré ça, je continue. Et je commence à avoir les premiers signes de fatigue. J'avais fait un plan sur le fait de pas trop dormir dans les 72 premières heures, mais mon corps, il me rappelle quand même à une stricte réalité. Et donc, j'essaie de m'adapter au mieux de mes ressentis. Et tout ça, ça fait que bon an, mal an, j'arrive gentiment à la mi-course, qui est un peu un jalon important, parce qu'on est au 180e kilomètre. Et ça fait bizarre, en fait, de se dire que pour les gens qui courent, on a déjà terminé un ultra-trail du Mont Blanc, ce qui est déjà pas mal en soi quand même.
mais on n'est qu'à la moitié de la course. Donc, c'est une sensation un peu ambivalente. Et je me rappelle que à ce moment-ci, je croise un gars du coin, un local, et il me tape sur l'épaule et il me dit bah, c'est bien, petit. Objectivement, tu es arrivé là parce que jusqu'ici, c'était facile. La vraie course, elle commence là. J'avoue, moi, c'est pas le regard que je pose à ce moment-ci sur la course. J'aurais pas qualifié ça de facile. Mais ça me rappelle surtout que tout se joue là. Soit j'arrive à traverser le prochain tronçon de manière assez bien et je peux prétendre à l'arrivée, ou bien ça sera l'abandon. Donc, je prends le temps de dormir. Ça fait maintenant un peu plus de 70 heures que je suis parti et je prends ma 3e heure de sommeil. Donc, je dors 1 heure et je repars. Et là, c'est une ascension de près de 3000 mètres de dénivelé positif d'un coup qu'il va falloir faire. Et puis, vu mon rythme, à ce moment-ci, ça représente entre 10 et 12 heures de montée en discontinu. Et là, je vais taper vraiment le mur absolu où je vais tellement être fatigué que les données que j'ai sur ma montre m'indiquent que je fais du 500 mètres à l'heure. C'est quand même pas ouf. Là, je vais connaître aussi les premières hallucinations. C'est-à-dire que je suis tellement fatigué et tellement épuisé que ça m'arrive très souvent de me reprendre mes esprits et de me rendre compte que j'ai divagué et je suis à 50 mètres en fait du chemin. Ça commence à activer aussi des peurs chez moi parce que je sais que là, je vais devoir marcher sur des crêtes où il y a 1500 mètres de vide de chaque côté. Il y a déjà eu des morts en fait sur le Thor des Géants. Donc, je sens que ça m'amène à expérimenter ça. Et malgré ça, je continue. Jusqu'à un point où, par contre, là, je n'en peux littéralement plus. Je commence à sortir ma couverture de survie. Il pleut, il fait moins 10 degrés à ce moment-ci, mais mon corps n'arrive plus à avancer. Et j'envisage de prendre du repos là, au bord du chemin. Et je commence à m'emmitoufler dans ma couverture de survie. Et à ce moment-ci, heureusement, j'ai un réflexe plutôt intelligent qui est de sortir mon téléphone. Et là, je remarque, pas de réseau. Et donc, pour la première fois de ma vie, en fait, j'en arrive à expérimenter le fait de, si je m'endors ici, il n'y a rien qui me prouve que je vais pouvoir me réveiller. Et le problème, c'est que je suis à 3500 mètres d'altitude, je suis seul, autour de moi, il fait nuit noire. Et donc, je me rappelle que j'ai promis à mon épouse de prendre aucune décision qui pourrait être irrémédiable. Et donc là, je me force à reprendre. Ça me donne un coup d'adrénaline qui me permet de recommencer. Bon, je repars pas non plus à des vitesses hallucinantes, mais je repars et je continue à avancer. Ça me permet de réaliser à quel point c'est prodigieux les ressources qu'a notre corps et à quel point c'est nos têtes qui fixent les limites bien avant celles de notre corps. Et donc, j'arrive en haut de cette montée interminable après une dizaine d'heures. Et j'arrive à un moment qui va être clé dans ma course. J'arrive dans un chalet dans lequel on peut prendre du repos. En fait, il y a des refuges en altitude dans lesquels on peut se reposer dans la course. Le seul problème, c'est qu'en général, les refuges ont peu de capacité, de genre de 6 lits. Et donc, le principe, c'est dès qu'il y a de la place, tu peux t'installer. Mais si quelqu'un arrive, il faut que tu te réveilles et il faut que tu remanges. Et il faut que tu repartes. Et là, je vais faire l'erreur de ma course, en fait. Arrivé dans le chalet et dans ce refuge, là où il fait chaud, je suis tellement fatigué que je m'endors immédiatement. Le seul problème, c'est qu'une vingtaine de minutes plus tard, l'organisateur qui était en charge du refuge vient me réveiller puisqu'un nouveau coureur est arrivé et que je dois lui laisser la place. Et là, je réalise tout de suite. En me réveillant, en fait, il fait 30 degrés et je claque des dents et je suis bleu. En fait, j'ai commis l'erreur sous la pluie. J'étais tellement fatigué quand je suis arrivé que j'ai oublié de me déshabiller. Je me suis endormi dans mes vêtements humides. Et donc là, l'organisateur est hyper sympa. Il me met en caleçon, il me met auprès du feu, il m'enroule dans 3 couvertures de survie, il met à sécher mes vêtements. Et là, je reste transi. J'arrive plus à bouger, j'ai du mal à parler. Enfin bref, je suis en hypothermie avancée. Et je reste là pendant des dizaines de minutes. Jusqu'à un moment où, je m'en rappellerai tout le temps, je pense, il y a l'organisateur qui se met devant moi, il se met à genoux devant moi et il me dit, Thomas, je pense que tu vas pas aimer ce que je vais te dire, mais je suis obligé de te demander si tu veux me rendre ton dossard, que j'appelle l'assistance et qu'on vienne te soigner. Et en fait, le simple fait qu'il me dise ça, il y a un truc qui se passe dans mon cerveau et qui me dit putain, c'est pas possible, quoi. J'ai trop bossé, j'ai trop travaillé, j'ai trop sacrifié pour que ça s'arrête ici. Et donc, dès lors qu'il me dit ça, je lui demande de me passer des assiettes de pâtes. J'en mange 1, puis 2, puis 3. Puis j'ai l'impression que chaque bouchée, ça me redonne de l'énergie, au point qu'à un moment, j'envisage de repartir.
mes vêtements, heureusement, sont techniques, ils ont séché très vite. Je remets mes vêtements, je me motive, je mets de la musique à fond dans mes oreilles, etc. Et là, je décide de repartir. Le seul truc, c'est que quand j'ouvre, bah, il fait toujours moins 15 degrés et il pleut dehors. Et donc là, je me dis, bah, si je repars pas à fond, je vais jamais repartir. Et donc, je prends l'engagement, je mets 5 minutes sur mon chronomètre et je me dis, dans les 5 prochaines minutes, tu cours, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, tu cours. Et donc, je repars. Je pense à la tête de l'organisateur là dans son refuge qui me voyait mourant il y a quelques minutes, puis là qui me voit courir. Et ça marche. J'arrive à repartir. J'arrive à la prochaine base de vie, qui est un moment un peu difficile, puisque là bah, commencent les débuts des aspects physiques qui vont aussi se rappeler à moi. La course a lieu dans une période où il y a beaucoup de pluie, donc on a les pieds en permanence humides. Donc, bah, c'est l'arrivée des premières ampoules. Je vais aussi avoir des douleurs sur les genoux qu'on appelle le syndrome de l'essuie-glace parce que, bah, à force de porter un sac de 10 kilos sur le dos et d'avoir des chocs liés à la course, notamment aux descentes, bah, nos genoux, en fait, ils implosent au point que je vais devoir faire la plupart des descentes en marche arrière à partir de là. Et donc, bah, là, je commence vraiment à ne plus avoir de corps à ma disposition. Et j'avais pris l'engagement avant de démarrer la course que je me refuserais en bon agiliste à penser à trop long terme. Pour moi, il y avait un engagement qui était la course, c'est pas 300 km, c'est 30 fois 10 km. Et donc, des 10 km, j'en ai fait plein de fois. Et donc, ça, je suis capable. Mais le problème, c'est que arrivé à un certain moment, avec la fatigue, j'arrive plus à tenir cet engagement. Et donc, on arrive aux 2 tiers de la course. Et je voudrais juste vous partager la vidéo parce que j'avais choisi de documenter mon aventure. Et je voudrais vous partager la vidéo que je leur ai partagée à ce moment-ci. On y est. Kilomètre 249. Départ de la base de vie. Il reste 99 bornes. Et le temps démarre là. Je suis convaincu que l'entraînement il permet à ton corps d'arriver aussi loin que possible dans les meilleures conditions. Pour moi, c'était là, au 249e. Objectivement, mon corps, théoriquement, il a pas les moyens de faire 99 bornes. Et en même temps, il n'y a pas moyen que ça s'arrête là. J'ai trop travaillé. Ça met une bonne patate, cette vidéo de la revoir, là, évidemment. Et en fait, pour moi, c'est venu quand même ancrer un truc que j'utilise beaucoup aujourd'hui dans les organisations, notamment en tant que coach agile, c'est que face à la complexité, pour moi, là, c'était une évidence folle. Mes pensées d'abandon, elles sont arrivées dès lors que j'ai commencé à processer l'entièreté de ce qui me restait à faire. J'ai arrêté d'avoir la capacité de penser à horizon très court terme. Et bah, face à la complexité, à l'ampleur qui nous reste, c'est clair que la réponse est souvent l'abandon. Puis aujourd'hui, c'est un exemple que j'utilise beaucoup dans les entreprises. On sait que ça va être complexe. Donc arrêtons de nous projeter à horizon trop long terme, parce qu'on n'est pas capable en tant qu'humain de processer ça et d'accepter toute cette complexité. Ayons la capacité de décomposer ça. Et donc, c'est ce qui s'est passé, heureusement. Une fois que ma femme a vu la vidéo, elle a appelé mon coach qui m'a appelé, puis ça a été ça son discours. Thomas, tu pars pas pour 99 bornes, tu pars pour 10 km jusqu'au prochain ravitaillement. 10 km, tu l'as déjà fait des milliers de fois, tu sais que tu peux le faire. Donc on se reparle dans 10 km. Tu pars pas pour 100 bornes, tu pars pour 10 km. Et c'est ça que j'ai essayé de faire pendant les 99 bornes qui me séparaient de l'arrivée, jusqu'à un moment un peu singulier dans cette course, qui est, au bout d'un moment, j'arrive sur le dernier col. En contrebas, c'est Courmayeur. Et puis, j'ai la chance d'arriver au moment du lever du jour. Et donc, je me rappelle encore de cet instant-là. Je choisis de prendre un moment. J'ai un peu d'avance sur les barrières horaires. Je m'enroule dans la couverture de survie et je prends un temps pour savourer tout ce qui s'est passé pour me permettre d'en arriver là. Et puis, j'essaie d'ancrer ces moments qui sont des moments précieux. Et puis, je remets mes chaussures pour la dernière fois et puis je prends la descente de Courmayeur. C'est un moment assez singulier parce que tous les gens du coin savent ce que ça veut dire que de finir un tour. Et donc, on est très applaudi, félicité chaleureusement. Vraiment, on sent qu'il le pense vraiment. C'est assez touchant parce que le premier, lui, il a bouclé cette épreuve en 68 heures. Donc, ça fait plus de 80 heures qu'il est arrivé, mais il continue d'être là pour les personnes qui arrivent au compte-gouttes. Et donc,
après 142 heures sur les 150 heures qui étaient à ma disposition pour les terminer, j'avais envie de partager ce moment avec vous. Et au sortir de cette course, moi, ça m'a amené à cette question. À quoi servent nos rêves? Évidemment que au moment de passer la course, il y a une joie qui est intense, mais elle est aussi très furtive. Et moi, ça m'a amené à me questionner sur c'est quoi la place de nos rêves. Je ne crois pas du tout que ce sont des éléments juste qui nous amènent soit à les tiquer quand on ne les a accomplis, ou bien à les ruminer tant qu'on ne les a pas réalisés. Je crois profondément au fait que nos rêves, c'est une stratégie que notre corps a pour nous rappeler aussi souvent et aussi longtemps qu'on a besoin de l'entendre, quelles sont les choses qu'on a désespérément envie de vivre. Je suis absolument convaincu que nos rêves, c'est juste une stratégie pour accomplir nos besoins les plus fondamentaux. Derrière le rêve de courir un ultra-trail, il y a un besoin d'aventure, il y a un besoin de découverte, il y a un besoin de tester ses limites. Derrière un rêve de créer une boîte, il y a un besoin d'impact, il y a un besoin de contribution, il y a un besoin de sens. Et je crois en fait que nos rêves, ils sont puissants dès lors qu'on est capable de les comprendre, de les questionner, d'être curieux des éléments sur lesquels ils nous renseignent qui sont précieux pour nous. Et dès lors qu'on a cette clarté-là, ça nous permet de nous aider à comprendre ce qui est vraiment fondamental pour nous. Et moi, ça m'a permis de voir que, effectivement, la notion de dépassement, de tester ses limites, au final, je me rends compte à quel point c'est central dans plein d'aspects de ma vie. Et ce rêve de courir l'ultra-trail, c'était une des stratégies qui me permettait de combler ce besoin. Aujourd'hui, je suis tellement conscient qu'il est présent que j'identifie d'autres stratégies pour me permettre de continuer de nourrir ce besoin. Et donc, l'invitation que j'ai pour vous, c'est d'accepter ça. Que nos rêves, ils ont de la valeur à être questionnés, à être compris, à être décortiqués pour identifier quel est le besoin sous-jacent sur lequel ils viennent nous renseigner. Et puis, avant de vous quitter, moi, j'aurais envie de partager cet élément-là avec vous. J'aurais envie de vous partager le jour où j'ai annoncé à ma maman que j'allais courir cette course. Ma maman, c'est quelqu'un qui prend beaucoup soin de moi, trop, probablement, dirait mon épouse. Et je me rappelle, on est au petit-déj et je lui annonce que je vais courir cette course. Et je me rappelle, ma mère, elle a cette réponse. Alors, elle me dit, Tom, c'est déraisonnable de courir ça. Et moi, ça m'a touché. Et je suis reparti avec cette question. Mais à quoi ça sert d'être raisonnable dès lors qu'il s'agit d'avancer vers nos rêves? Évidemment que nos rêves sont complexes. Évidemment qu'ils sont ambitieux. Évidemment que ce sont des sorties de zone de confort incroyables. Et pour moi, être déraisonnable, c'est pas faire abstraction de tout ça. Être déraisonnable, pour moi, c'est être conscient que tout cela se joue et décider d'y aller quand même. Décider qu'il y a une part en nous qui est peut-être pas la part plus raisonnable, que l'on a envie d'écouter et de suivre. Au moment de conclure, j'aimerais, s'il vous plaît, vous demander de penser à ce rêve qui est enfoui en vous et que vous savez précieux pour vous. Et de vous laisser avec cette question. À quoi ressemblerait le monde et nos vies si chacun de nous devenait meilleur à réaliser ses rêves? Personnellement, c'est dans ce monde-là que je rêve que mes petites filles grandissent. Et vous? Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était un plaisir.